Bonsoir à toutes et à tous. Donc chronique numéro 39 me semble-t-il. Donc je vais dans cette chronique essayer de vous parler d'un constat tout d'abord sur l'état du marxisme tel que on peut le voir, même si aujourd'hui il réapparaît nécessaire, sa praxis pour analyser le phénomène d'un capitalisme de plus en plus incontrôlable. Bref, je vais surtout partir d'un constat selon lequel, en étant objectif, tant que faire se peut, le marxisme est effectivement en crise. Car les protagonistes qui ont la responsabilité d'analyser les nouvelles donnes et les nouvelles situations qui s'imposent, je dirais, ne sont pas à la hauteur des phénomènes qui se produisent aujourd'hui. Pourquoi, me direz-vous, j'avance le fait que le marxisme est en crise. Ceci dit, et que la question suivante se pose. Le marxisme conserve-t-il une pertinence aujourd'hui? Alors, selon moi, les pensées de Georges Lukács, ou même cher à Francis Cousin, Guy Debord, par exemple, permettent de rendre compte de certaines transformations du capitalisme au XIXe et au XXe siècle. Bien entendu, pour comprendre ces auteurs, il faut d'abord les situer dans leur contexte. C'est pour ça que je dis souvent qu'on ne peut pas comprendre un individu sans contextualiser la période ou l'époque dans laquelle il vivait. Cela est d'abord très très important. Je dirais qu'au cœur des pensées de ces auteurs se situent les concepts de réification pour Lukács et de spectacle pour Debord. Alors, pour les élaborer, Lukács et Debord ont tous deux accordé une grande importance aux notions marxiennes de fétichisme de la marchandise, voire de prolétariat et de praxis chère aux marxistes scientifiques, si je peux me permettre effectivement de le qualifier ainsi. Et donc, ce qui est très important, c'est de s'interroger sur le rapport de Lukács et de Debord, et que certains chercheurs, ce que je dirais certains chercheurs ont appelé, entre guillemets, le romantisme révolutionnaire, avec tout ce qui peut y avoir d'importance. Alors, bien entendu, il va sans dire que la théorie marxiste, depuis ces dernières décennies, plus particulièrement depuis l'effondrement du mur de Berlin, il faut le reconnaître, il faut, je dirais, à un moment donné l'analyser et le réfléchir, que le marxisme est en crise depuis à peu près les 30 dernières années. Et pour faire un bref constat, un constat objectif, plusieurs socialistes contemporains ne peuvent plus parler sans ironie, et on le voit aujourd'hui dans pas mal de cercles, des anciennes catégories marxiennes du prolétariat, de la dialectique historique, de la lutte des classes. Oublions les révolutions, parce que si on commence à parler des révolutions, nous ne sommes pas rendus. C'est-à-dire, le type révolutionnaire en tant que tel est mort. Il faut l'accepter, et depuis un moment. Je dirais pas pour de bon, mais je n'en vois pas en tout cas une réapparition, voire je dirais une relecture, voire une réactualisation.
Alors sur le plan politique, les partis communistes se sont presque vidés de leur contenu marxiste ou léniniste, presque évincés de l'échiquier politique et constituent une forte, je dirais, progression vers un alignement du système politiquement correct et dont la force est parfaitement négligeable, soyons sérieux. Et de plus en plus rares sont les universités qui donnent même des cours sur le marxisme ou choisissant d'orienter les programmes ou leurs programmes vers les pensées foucaldiennes ou russelliennes ou autres. Alors, comment rendre compte de la crise aujourd'hui du socialisme? Alors, on peut apporter une réponse, je dirais, plus ou moins semi-définitive, parce que je ne dirais jamais que les choses sont définitivement acquises ou terminées. Je parlerai de semi-définitif, et qui finalement, au fond, n'est pas à notre portée. Alors, si on examine tout de même une hypothèse probante, en réalité, on peut considérer comme révélateur le fait aujourd'hui que le prolétariat existe en tant que tel, mais ne se reconnaît plus comme faisant partie, je dirais, de cette appellation. On peut parler même, certains analystes vont définir comme étant une dégénérescence, je dirais, des classes laborieuses, ou ce que Baudrillard appelait les classes silencieuses, qui aujourd'hui expriment peu ou prou une certaine pensée, une certaine idée commune. Et on peut considérer que cette dégénérescence de la théorie, de la pratique socialiste, s'explique fondamentalement par la transformation, voire la décomposition de la figure du prolétariat, placé sous d'autres espoirs, d'autres espérances, acquis, je dirais, au capital et aux forces de l'endettement, figure sur laquelle l'ensemble de la théorie marxienne est fondée. Ceci dit, je voudrais préciser quelque chose. Des interrogations fondamentales renaissent au lendemain de la victoire idéologique du libéralisme et du capitalisme financiarisé. Et c'est en cela qu'il faut essayer d'examiner quels sont les éléments qui aujourd'hui nous permettent de pouvoir réintroduire une certaine analyse marxienne et dans une optique théorique. Alors, je me garde bien, entendons bien, que d'appliquer une certaine, je dirais, pensée iréniste, c'est-à-dire une représentation politique comme une activité qui serait appelée à se déployer dans un espace lisse, sans aspérité. Soyons honnêtes là-dessus, il n'y a pas de grand espoir aujourd'hui à essayer de définir ce genre de concept. Maintenant, je voudrais dire une chose. Et ça, à mon sens, cela est très important. Nous ne pouvons pas définir une nouvelle idée sans clivage ni conflit. Ça, c'est un fait établi. Dans une optique pratique, il va sans dire que de nouveaux courants de pensée s'interrogent sur diverses conséquences politiques, sociales, écologiques, économiques et culturelles du capitalisme à l'échelle mondiale. En deux mots, plutôt que de les résoudre, la victoire du libéralisme je dirais, fait naître de nouveaux débats ou ranime d'anciens, autant dans le domaine de la pensée politique que dans les débats concernant la politique appliquée. Bref, je ne vais pas m'éterniser à palabrer 107 ans. La victoire du libéralisme n'a pas mis fin au débat sur le bien fondé de ces principes fondateurs. Et si on admet que le libéralisme a triomphé, il est plus pertinent que jamais d'en faire l'analyse critique. Encore une fois,
quelle est la forme de libéralisme qui a triomphé. Car tout comme le marxisme, le libéralisme est multiple, tout comme le capitalisme également. Précisons tout d'abord que nous ne voulons surtout pas faire un retour à une théorie dépassée, qui répondait peut-être à des éléments, je dirais, réels, mais qui aujourd'hui sont, je dirais, un peu obsolètes, puisque la société a évolué, le monde a évolué. Et surtout, voir une théorie qui s'est révélée, et c'est un des grands problèmes de l'Union soviétique, incapable de rendre compte des changements survenus sur le plan politique, social et technique dans les sociétés modernes, voire ce qu'on peut plus qualifier, au sens le mot serait plus approprié, société contemporaine. Alors plutôt que faire des investigations qui se sont inspirées sur des questions suivantes, par exemple, la pensée marxienne est-elle pertinente aujourd'hui? Reste-t-il dans les dépouilles du marxisme des notions pertinentes pour comprendre la société contemporaine? On peut considérer qu'à la suite d'une multitude d'investigations préliminaires, il apparaît que de penseurs appartenant à un courant de pensée marxiste minoritaire, mais pas des moindres, qui ont eu une influence très importante, un impact très influent dans les milieux universitaires et même dans les milieux aujourd'hui je dirais, des penseurs du Parti communiste chinois, pour ne citer que celui-là, et à savoir que Georges Lukács et Guy Debord ont les deux tenté de redynamiser la pensée marxiste pour mieux rendre compte de la transformation du capital. J'y glisserai également Michel Clouscar, qui a apporté lui-même sa pierre angulaire à une nouvelle méthodologie d'études et de praxis. Alors, comment définirons-nous en fait la pensée de Georges Lukács et la pensée de Guy Debord, en y mettant l'hypothèse, bien entendu, soyons honnêtes là-dessus, sur les nouvelles réalités sociales et économiques du capitalisme, soyons honnêtes, pourvu que la théorie prenne en compte les nouvelles réalités. Alors, pour ce faire, il faut bien, je dirais, comprendre l'évolution de la pensée de Lukács et de Debord, qui, selon moi, je dirais, ont eu le courage d'adapter la théorie marxiste à la réalité qui se présentait à eux. Toujours la même problématique ou phénoménologie concernant le fait que soit il faut adapter la réalité à la pensée, ou soit la pensée doit s'adapter à la réalité. À mon sens, je pense que ce qui montre l'adaptation, l'intelligence et la cohérence, c'est de s'adapter à la situation. Alors après, ça n'engage que moi. Quand on approfondit par une étude un peu, je dirais, un peu délicate, on en dégage et cela nous permet par la suite de tracer certaines ressemblances entre leurs pensées. Alors malgré certaines difficultés qui seront, je dirais, discutées dans des cercles bien avertis, je vais essayer de démontrer que ces penseurs sont représentants d'un courant que l'on peut désigner depuis, je dirais, un certain temps comme une certaine forme de romantisme révolutionnaire. Un mouvement qui, effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, est en train d'émerger. Ceci dit, il est à préciser que
je vais avancer, et d'une façon réelle et sérieuse, que toutes les notions soulevées par ces auteurs sont encore pertinentes, et n'ont pas pris une ride quand on sait, je dirais, les réactualiser. Et non sans certaine hésitation, de l'un comme de l'autre. Bon. Lukács et Debord ont insisté pour conserver la figure du prolétariat, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des sans-dents, ou des masses silencieuses, ou des peuples appauvris, dans leurs théories respectives. En effet, nous allons essayer de réadapter le mot du prolétariat, donc je vais utiliser le mot prolétariat pour ce qu'on peut appeler les classes défavorisées. J'utilise un mot ancien pour répondre à des besoins présents. Donc, en effet, je dirais le prolétariat demeure le sujet révolutionnaire capable de fonder de nouvelles relations sociales. Alors au commencement, je dirais que je propose d'examiner la parenté entre les notions de réification de Lukács et de phénomène de spectacle que l'on attribue bien entendu à Guy Debord. Dans mon investigation, j'ai constaté que ces notions étaient indissociables du contexte historique et social que le comprenaient Lukács et Debord. Compte tenu de cette réalité, je pense que nous devons, et nous avons dû, d'une façon, je dirais, réelle et sérieuse, nous intéresser en détail à l'échafaudage qui sous-tend à l'avènement de ces notions. C'est pour cette raison que je dirais que ceux qui en ont, je dirais, la responsabilité ou l'accès doivent tout d'abord découvrir les discussions étoffées à l'origine de ces problèmes et de ces analyses, et dont le premier, je dirais, soyons honnêtes, dont le premier chapitre de son analyse sur la lutte des classes. Alors je sais que ô combien de gens vont estimer que ce chapitre-là est un peu désuet concernant ses écrits, qui effectivement sont apparus en 1923, au début du XXe siècle. Rappelez-vous, je vous cite un livre qui est fort intéressant, Histoire et conscience de classe. Et j'ai accordé à cet ouvrage dans la mesure où la notion de réification y est pleinement développée, notamment dans le chapitre intitulé « Réification et la conscience du prolétariat ». Alors, il faut souligner en outre que Lukács ne reviendrait pas sur cette notion dans ses écrits ultérieurs et ne commentera pas son livre pour le renier, tout d'abord. Le deuxième chapitre est effectivement en détail de l'évolution, je dirais, cette inclusion que je vais me permettre de faire dans la pensée de Guy Debord. De même que Lukács, par exemple, doit être situé pour être compris dans son milieu philosophique et littéraire. Debord est incompréhensible si on ne discute pas du milieu artistique très particulier il le situe. Quand on étudie un petit peu la société du spectacle, c'est assez ardu. Il faut bien le comprendre dans un milieu situationniste. En effet, il est difficile de lire Debord sans penser aux événements de mai 68. Rappelez-vous, mai 68, comme disait Michel Clouscar, première révolution orange, sous les pavés Le Pen, le libéralisme libertaire de Cohn-Bendit, la destruction du vieux conservateur incarnant le général de Gaulle,
la nouvelle mission libérale pompidienne et rothschildienne et son élève, je dirais, du tout consommable que fut Cohn-Bendit. Bon. Et c'est en cela que beaucoup de gens commettent l'erreur en disant que c'est un marxisme culturel ou un marxisme sociétal. Encore une fois, cela se traduit à la pensée d'Adorno ou de Marcus, et non pas la pensée effectivement de Lukács, qui est innocent de toute cette responsabilité. Pour ma part, j'invoquerais plutôt Kluskar, dans sa dynamique de la compréhension marxiste, enclin à répondre à une société de plus en plus déstructurée, à un pan de cette jeunesse qui a fait le vœu aujourd'hui d'être en accord avec la mondialisation et le libéralisme capitaliste libertaire. Bon, ceci étant. Donc, je parlais des événements de mai 68, de cette fameuse internationale situationniste, fondée en 1957, qui fut une organisation d'artistes révolutionnaires pseudo-marxistes, et le situationnisme s'opposait avant tout au conditionnement social provoqué par l'urbanisme utilitaire de la société capitaliste. Je vous renvoie également au prestigieux ouvrage de Lucien Sèvres là-dessus. Donc, je dirais, ce besoin de lutter contre l'aliénation d'une société de l'urbanisme et des produits utilitaires avait son espace, je dirais son forum de développement. Cela parce que l'urbanisme avait pour effet l'atomisation, l'isolement et, plus inquiétant encore, l'insertion de l'individu dans le système bourgeois qui empêche le libre développement des passions de l'artiste. Par opposition, l'international situationniste prenait la révolution permanente et l'abolition des classes en vue d'assurer une vie passionnelle, perpétuelle, ne répondant pas effectivement à un combat de l'émancipation des classes, mais bel et bien, au contraire, une façon d'assujettir, un assujettement des classes laborieuses au grand capital de la consommation. En outre, le situationnisme s'est fondé sur une conception radicale de la portée révolutionnaire dans l'art et dans la société. C'est ce qu'on a appelé l'abandon du collectivisme pour aller dans le cosmopolitisme. Dans un monde situationniste, il n'y a plus aucune domination, plus aucune classe, il n'y aurait même plus de peintres, mais des situationnistes qui, entre autres choses, par exemple, feront de la peinture. Idée majeure reprise aujourd'hui par les anarcho-capitalistes de la Silicon Valley. Donc je suis assez étonné de voir certains, je dirais, chantres du cosmopolitisme capitaliste critiquer cette notion évidente, notamment qui, effectivement, fait partie de la praxis de la société du spectacle. Et dont on le sait, la société du spectacle était l'avant-poste de la société de consommation, et c'est une façon d'expliquer le rapport de l'individu face au produit qui aujourd'hui est l'élément moteur permettant à l'individu, dans son individualité, de faire partie des codes de la société contemporaine. Alors, si nous insistons sur le contexte, je dirais, cela ne nous empêche pas pour autant d'étudier la pensée de Debord en tant que théoricien. Autrement dit, il nous paraît essentiel de nous intéresser sur l'évolution de l'internationalisme situationniste afin de bien saisir la théorie propre de Debord. Bien qu'on aurait pu, je dirais, comparer la pensée de Lukács à la critique situationniste dans son ensemble.
J'ai préféré plus précisément la pensée de Debord pour plusieurs raisons. D'abord, bien qu'il n'était pas le seul théoricien, il y avait d'autres théoriciens comme Asger, Jorn, Pino Galizio, Constant, Nielsen-Wig, Raoul Wallenheim ont été des membres actifs dans cette théorisation de concepts de stratégie situationniste. Debord a néanmoins été le théoricien le plus actif et le plus important du groupe puisqu'il l'a théorisé dans La Société du spectacle, son prestigieux ouvrage, qui est fort intéressant, mais ardu, je le reconnais. Il faut également préciser par ailleurs que la pensée situationniste est assez hétéroclite. Les penseurs situationnistes proviennent en effet de différents milieux, de différents pays, de différentes sections. Nous avons des sections italiennes, belges, etc. Bon. Alors, on peut considérer qu'effectivement plusieurs plateformes ont été émises à cette époque-là, et des documents, des numéros. Je vous renvoie également aux archives des théories situationnistes dans leur revue internationale situationniste. Enfin, pour ce qu'il en est d'une certaine réalité, Debord nous présente une autre, je dirais, une autre pensée dont effectivement comment Debord a modifié la pensée de Lukács pour faire en sorte que celle-ci puisse tenir compte de nouvelles réalités. Quand je parle de réalité, entendons-nous bien, c'est de réalité politique, économique, et plus spécifiquement, je dirais, essayer d'illustrer une certaine forme de parenté de Lukács et de Debord. Alors, il est important de voir et de prendre en compte que ces deux auteurs ont su, je dirais, observer la transformation qualitative du capitalisme, qu'ils ont observé dans leurs sociétés respectives. Cela, bien entendu, leur a permis d'adapter la pensée marxiste à de nouvelles réalités, c'est-à-dire à l'avènement d'un capitalisme monopolistique, cher à Lukács, et un capitalisme de consommation des masses, ou post-industriel, comme l'a qualifié Debord. Et effectivement, on examine et on observe la place centrale accordée au prolétariat, au fétichisme de la marchandise et à l'aliénation, bien entendu. Alors, comment démontrer que le marxisme des deux penseurs accorde une importance de premier plan à ces notions, et ce contre, je dirais, les marxistes économiques, revendiquant bien entendu une redistribution de la plus-value à l'ensemble des travailleurs exploités? Cette discussion nous permet, je dirais, par la suite d'examiner comment des problèmes de la réification et du spectacle sont solutionnés, je dirais, chez ces deux penseurs de la praxis. Finalement, on peut déterminer que il y a une proposition que la pensée des deux auteurs s'inscrit dans un courant certain et dont nombre de chercheurs ont appelé cela comme étant un romantisme révolutionnaire et dont effectivement la notion est attribuable à Henri Lefebvre. Dans un article intitulé « Vers un romantisme révolutionnaire » datant de 1957. Bon. Ceci étant, pour ne pas quitter le sujet et ne pas déborder, il est important de convenir et d'expliciter brièvement une méthodologie de recherche. Alors, à la différence d'une analyse de données empiriques,
j'ai eu recours à des textes, ainsi bien entendu cela va de soi, que je vais employer une méthode d'analyse de contenu dans le cadre d'une investigation. Il s'agira donc rapidement de ma démarche strictement qualitative, bien entendu, avant d'entreprendre quelques analyses de contenu. Il faut savoir que celui qui est en phase de recherche se doit avant tout d'orienter son regard afin de faire ressortir le contenu pertinent à sa problématique. Examinons par exemple brièvement le corpus que je viens de sélectionner. Alors, pour ce qu'il en est de Lukács fut un auteur prolifique durant sa carrière tumultueuse. Son œuvre est difficile d'accès, je le reconnais. Il faut se prendre à plusieurs fois pour relire et relire ses œuvres. Non seulement parce qu'il écrit, mais aussi parce qu'il a traité de thèmes philosophiques, politiques, littéraires complexes, qui nous renvoient à d'autres penseurs. En outre, la lecture de Lukács demeure une entreprise périlleuse parce que on tente généralement de séparer son œuvre en périodes claires et distinctes. La question, à quel Lukács avons-nous affaire? Quelles sont les périodes dans lesquelles il a pris des trajectoires différentes? Alors, même si les choses semblent se poser systématiquement en abordant cet auteur, je dirais que Lukács a admis lui-même qu'il avait été obligé de censurer ses écrits durant la période stalinienne. Période quand même assez importante, puisqu'elle date de 1930 à 1955. D'autre part, il insiste néanmoins sur la continuité de sa pensée, et il remarquera cependant que les commentateurs classent généralement les écrits de Lukács en 5 moments. Je ferai une introduction également, si nous nous fions à Lucien Goldman. J'ai fait un audio, me semble-t-il, sur Goldman, qui pourrait être appelé une certaine forme de jeune Lukács, excusez-moi ce terme, qui fut trahi par sa contrepartie, ou le vieux Lukács, notamment après son reniement de l'histoire. Je disais bien, effectivement, de l'histoire et conscience de classe. Alors je vous invite à lire cet ouvrage qui est fort intéressant. En plus de cet ouvrage, les écrits du jeune Lukács comprennent d'une manière théorique, d'une façon un peu plus fougueuse, ses autres écrits de jeunesse. Notamment L'âme et les formes, qui fut un recueil d'essais écrits de 1907 à 1910. Et bien entendu, l'incontournable ouvrage qui aujourd'hui reste une référence dans le milieu, La théorie du roman, publié en 1917. Donc il est important de relever que la pensée de l'auteur, enfin du moins la pensée de l'auteur, a évolué de manière considérable pendant cette période. Ainsi, on peut catégoriser les écrits de Lukács en moments. Il faudrait distinguer, à tout le moins, je dirais, un jeune Lukács, néo-kantien, tout d'abord non marxiste avant 1918, et un Lukács devenu marxiste de 1918 à 1923. On pourrait, je dirais, avec ces différentes étapes, ces différentes phases, ensuite distinguer les écrits d'un Lukács dans son évolution marxiste et son flirt à un moment donné avec l'anarcho-syndicalisme de 1919 à 1921. Et ce, bien entendu, la période la plus pragmatique des années 1922 à 1923. Alors, qu'il y ait une ou deux ou encore 5 époques à distinguer dans son œuvre, il importe de retenir ici
Bien entendu, sans prétention, il n'y a pas, je dirais, aucunement d'exégèse de l'œuvre entière de l'auteur, car il est très difficile. Et si on observe et on s'intéresse plus particulièrement, surtout à l'histoire de, je dirais, de conscience des classes, ouvrage dans lequel l'auteur esquisse la notion de réification dans toute sa profondeur. Retenez bien ce terme, réification. C'est ce qu'aujourd'hui, le courant marxiste devrait avoir comme élément, je dirais, le plus important. Bien entendu, cela n'empêchera pas surtout de scruter également ces deux ouvrages, la théorie du roman et l'âme et les formes, afin de bien comprendre ou de mieux comprendre la démarche intellectuelle qui mena à l'élaboration de cette notion. Je voudrais préciser, petit aparté, qu'effectivement, beaucoup de penseurs avaient la maîtrise de la littérature, comme beaucoup de politiques dans les années 50 et 60. Je prends par exemple le général de Gaulle, qui était un féru d'histoire et de littérature, permettait non seulement d'avoir ce que j'appelle une certaine logorée, mais en même temps une maîtrise également des outils pour s'exprimer. Or, aujourd'hui, nous avons affaire à des politiques qui sont, je dirais, en totale contradiction avec le domaine culturel et le domaine du savoir. Ça, c'est pour la petite histoire. Une raison pourquoi nous avons beaucoup d'hommes politiques qui sortent des âneries plus grosses les unes des autres quand il est question des fois de connaissances dans certains domaines. Je ne citerai pas Fleur Pellerin qui attribue les Trois Mousquetaires à Victor Hugo, ou Macron qui situe la Guyane comme une île. Bon, là n'est pas le problème, la liste serait longue et fastidieuse. Revenons à cette démarche intellectuelle qui mena à l'élaboration de cette notion chez Lukács, et dont effectivement, à la lumière de ces articles, comme par exemple la grande phénoménologie que Lukács développe dans son concept du bolchevisme comme problème moral, qui publié tout juste avant le saut de Lukács vers le marxisme en 1918, à la différence de Lukács, Debord alléguait de courts écrits, dont son ouvrage manifestement le plus connu, La Société du spectacle, qui aujourd'hui nous parle, nous intéresse particulièrement, pour des raisons et pour les raisons que je vais invoquer. D'abord parce qu'il faut dire que cet ouvrage constitue la contribution la plus importante de l'auteur au domaine de la pensée politique, et c'est dans cet ouvrage que Debord élabore la notion de spectacle, tout en décrivant bien entendu sa manifestation sous les formes qu'il nomme diffuses et concentrées. Il s'agit de notions tout à fait originales, bien qu'elles soient fortement influencées par certains courants artistiques qui ont précédé l'international situationniste. Alors effectivement, les penseurs qui ont été même fascistes ou même de gauche situationniste ont toujours été mués par une certaine originalité du spectacle, que ce soit le dadaïsme avec Julius Evola, Salvatore Dali avec le franquisme, ou effectivement la gauche, enfin du moins l'international situationniste de Guy Debord. Bon, ceci étant, il faut dire par ailleurs que le marxisme de Debord se situe au plus près de celui que de Lukács dans la société du spectacle. Ceci dit, afin de tracer, de tracer une trajectoire de pensée de Debord, il est important d'accorder une place, je dirais, centrale au rapport sur la construction des situations. Bien entendu, ces textes sont certes quelque peu problématiques dans la mesure où ils constituent la plateforme provisoire. Plateforme provisoire établie par l'international situationniste. On peut donc
au fond, se demander si Debord adhérait pleinement ou au contraire, si le texte formulait plutôt la position de groupe à l'intérieur. Malheureusement, nous avons très peu de documents, très peu d'informations pour pouvoir, je dirais, poursuivre dans cette direction et dans cette voie d'investigation. Même si nous avons accès à certains rapports qui, en substance, peuvent donner une apparence de reflet pleinement de la pensée de l'auteur, cette approche nous apparaît, je dirais, justifiée puisque le rapport a été par Debord seul. Finalement, comment accorder une certaine place aux commentaires sur la société du spectacle? Ce texte est également problématique pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'auteur remarque dès les premières pages qu'il ne peut parler en toute liberté, compte tenu des lecteurs qui, bien entendu, très attentifs et diversement influents. Le texte est rédigé dans un ton parfois paranoïaque, alors que les thèses défendues sont conspirationnistes, certains établissent je dirais le pape du conspirationnisme, entre guillemets, serait effectivement Guy Debord. Bon, par ailleurs, ce texte cadre assez difficilement avec la pensée de l'auteur dans ses ouvrages précédents. On pourrait en effet se demander si Debord, des commentaires, ne quittent pas définitivement le terrain de l'analyse marxiste. Enfin, là n'est pas le lieu, quoi qu'il en soit. Il m'apparaît important d'étudier ce livre afin de donner une vue d'ensemble de la théorie du spectacle de Debord telle qu'il l'a définie toute sa vie durant. Par exemple, nouveau phénomène intervenant dans l'analyse, à l'aube de l'effondrement de l'URSS, Debord annonce l'avènement d'une nouvelle forme de spectacle, plus parfaite que jamais, le spectaculaire intégré. Ce que, aujourd'hui, nous pouvons qualifier comme étant, effectivement, la nouvelle société de l'ordre mondial. Revenons à Lukács. La pensée de jeunesse de Lukács passe par différentes phases. L'évolution de cette pensée, de ses débuts néo-kantiens et de son saut vers le marxisme, pour ce faire, il est important d'attribuer un champ intellectuel dans lequel Lukács est inscrit lors de sa période de formation. Il est important de pouvoir définir ceci et il permettra bien entendu de comprendre les thèmes et les problèmes traités dans les deux premiers ouvrages, L'âme et les formes et la théorie du roman. Cette discussion permettra de mieux saisir comment Lukács a pu se convertir au marxisme et de mieux comprendre les origines théoriques de la notion de réification formulée dans Histoire et conscience de classe. Il serait tout à fait impossible de saisir la pensée de Georges Lukács dans Histoire et conscience de classe sans situer cet ouvrage dans l'évolution de la pensée de l'auteur. Dans cet esprit, il est important de nous intéresser autant au champ intellectuel, où s'est formé celui-ci dans ses premiers écrits non marxistes. Remarquons d'emblée qu'il est peu utile de faire une lecture psychologisante de la pensée de l'auteur. Même si en nous inspirons notamment de la lecture lukácienne de Lukács, même si nous tenterons d'une manière générale dans un premier temps d'esquisser les conditions socio-économiques, politiques et historiques des intelligentsia allemandes hongroises, dont Lukács faisait partie au moment de sa formation intellectuelle, ce faisant, on peut déceler et pouvoir saisir les dynamiques qui ont nourri sa pensée jusqu'à l'élaboration de la théorie de la réification. Il convient tout d'abord de dresser un bref portrait du champ intellectuel allemand
au XIXe siècle, ayant fait ses études à Heidelberg à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, Lukács a été profondément marqué par ce champ intellectuel. N'oublions pas que l'Allemagne, à cette époque, était le pays le plus instruit et le plus éduqué du monde. Bon. Dans ces grandes lignes, le romantisme s'oppose à l'eschatologie des Lumières et aux valeurs bourgeoises issues de la Révolution française. Rappelez-vous les courants de la Révolution conservatrice allemande. À la logique bourgeoise de la quantification, de l'abstraction des systèmes de la pensée rationaliste, le romantisme oppose la réhabilitation du concret, du qualitatif, de l'intuition, en ce qui concerne les idées de liberté et de propriété bourgeoise. Le romantisme, par exemple, préconise l'idée féodale de la propriété liée organiquement à son fabricant. L'analyse du sociologue, par exemple Ferdinand Tönnies, s'inspire directement de cette opposition entre le romantisme et le capitalisme. Dans un ouvrage intitulé Gemeinschaft und Gesellschaft, paru en 1887, Tönnies oppose deux univers socio-économiques, abstraits, celui de la communauté, à celui de la société. La communauté correspond, selon l'auteur, à l'univers de la famille et du village, où les coutumes, les rites règlent la vie collective. Les relations sociales sont régies par un sentiment d'entraide, de confiance, alors que le travail se fait par plaisir. La culture, c'est-à-dire l'art et la philosophie, parachèvent cet univers. En revanche, la société se situe à l'antipode de la communauté. C'est assez intéressant parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui émerger. Une société et à côté une communauté. Donc, on peut considérer que se situe à l'antipode de la communauté, animée par le calcul et la spéculation, la notion de société qui est attribuable aux grandes villes. Ici, les individus entretiennent des rapports antagonistes et le travail n'est qu'un moyen d'enrichissement personnel. Bien que profondément marquée de nostalgie, l'analyse anticapitaliste de Tönnies résonnera profondément dans le monde intellectuel allemand jusque dans les années 30. Les penseurs allemands de l'époque se séparaient cependant à propos des conclusions à tirer d'une telle vision du monde, alors que les uns prônaient désespérément un retour en arrière vers les valeurs féodales, les autres préconisaient l'exaltation de la nation. Enfin, il n'y avait ceux qui se résignaient à adopter une vision tragique du monde, qu'on pourrait appeler une certaine forme de fatalité ou de fatalisme. Selon Lowy, cette perspective tragique comportait trois grands axes. Une notion métaphysique de l'aliénation attribuable notamment à la pensée néo-kantienne de Georges Simmel en était la première dimension. L'aliénation simélienne oppose le sujet à l'objet, la vie aux formes sociales et culturelles, de ce qu'on pourrait qualifier d'institutions, valeurs établies, etc. Ainsi, l'homme demeure aliéné par rapport aux institutions devenues autonomes, qu'il crée lui-même, bien entendu. Également d'inspiration kantienne. Le deuxième axe de cette vision était caractérisé par une opposition entre la sphère des idées, dissociée entièrement du monde effectif, découlant de ce dernier axe. La troisième dimension de l'esprit tragique allemand, dramaturge, était caractérisée par une impuissance spirituelle devant la société perçue comme vulgaire et matérialiste, morne et sans saveur. Pour cette raison, l'esprit tragique correspondait à une vision du monde insistant sur l'impasse vers lequel celui-ci se dirigeait, ce qui conduisait à coup sûr finalement au fond à une certaine forme de désespoir. Nous ne sommes pas très éloignés de ce genre de situation. Le jeune Lukács adhérait à une telle philosophie tragique. Cette vision du monde était en outre renforcée par les perspectives politiques restreintes de l'époque d'avant-guerre. Quand les peuples n'ont plus de perspectives d'avenir, effectivement, cela peut, je dirais, être un phénomène
d'histoires qui se répètent. En Allemagne et ailleurs, la marche du capitalisme semblait tout à fait irréversible, voire irrésistible. Un retour aux coutumes traditionnelles et féodales ne semblait pas possible. Pessimiste, Lukács était d'autant plus désespéré en raison de la situation politique de son pays natal, la Hongrie. Avant l'éclatement de la Première Guerre mondiale, qui était gouvernée par une alliance aristocratique et bourgeoise très stable, entendons-le. Par ailleurs, le Parti social-démocrate hongrois était un parti réformiste qui faisait tout pour aliéner la faction gauchiste du parti. Revenons à l'âme et les formes et à la théorie du roman. L'esprit tragique de Lukács était associé à une éthique néo-kantienne. Cette éthique traverse son premier recueil, L'âme et les formes, publié, comme je l'ai précisé un peu plus haut, en 1910. Afin de bien saisir la vision tragique du monde s'exprimant dans ce recueil, il faut, à prime abord, traiter des concepts de la vie et de la vie tout bonnement. Cette dichotomie apparaît dès le premier essai, L'âme et les formes, à propos de l'essence et la forme de l'essai, le premier type, qu'on appelle le type de la vie, qui est instaurateur d'images, et le second, la vie, instaurateur de signification. Pour l'un, il n'y a que des choses, et pour l'autre, que leurs relations. La vie renvoie à l'essence, valeur ultime, suprême, alors que la vie renvoie à la vie, tout simplement. Une vie concrète, empirique, prise au niveau des hommes singuliers ou encore qu'on pourrait établir comme étant une vie sensible. Si on s'inspire, effectivement, suivant la catégorisation de Lucien Goldman. La vie lukácienne correspond à la conscience des limites, solitude et refus, tandis que la vie est somme toute l'acceptation de la réalité quotidienne. Lukács hausse le ton quand il traite de la vie, dans Métaphysique de la tragédie. L'article le plus important du recueil ici, je dirais, la vie inauthentique est, et je cite, ouvrez les guillemets, une anarchie du clair-obscur, rien en elle ne s'accomplit totalement. Et jamais quelque chose ne va jusqu'à son terme. Toujours se mêlent de nouvelles voix qui sèment la confusion dans le cœur de celles qui résonnent déjà auparavant. Tout s'écoule, tout se mêle sans frein et forme un alliage impur. Tout est détruit, tout est démantelé, jamais quelque chose ne fleurit jusqu'à la vie véritable. Fermez les guillemets. Ainsi, l'inauthentique chez Lukács n'est pas seulement le monde de la contingence, mais le monde de la contingence qui se pose comme nécessaire. La base de tout le réseau de nécessité est elle-même contingence et dépourvue de sens. Tout ce qui est aurait pu être autrement, et seul le passé auquel justement on ne peut plus rien changer apparaît réellement nécessaire. Il s'agit en fait d'une nécessité qui s'impose comme souveraine dans le temps par son insertion dans les mémoires de chacun, ou dans ce qu'on peut appeler le collectivisme de l'inconscience. En somme, Lukács met en avant l'idée de l'homme dédoublé, et dit plus justement l'homme déchiré dans ce dédoublement, et dès lors l'homme vit dans deux espaces-temps qui sont parallèles. La vie et la vie sont également réelles, mais ne peuvent l'être en aucun cas simultanément. Toute expérience humaine vécue contient, je dirais, les deux éléments, mais avec une certaine forme d'intensité et une profondeur chaque fois différente. L'homme risque donc à tout moment de sombrer dans la vie inessentielle, en même temps qu'il n'est jamais certain de pouvoir accéder à l'essentialité, qui finalement au fond serait un leurre. Bref, selon Lowy, la tragédie lukácienne découle de cette contradiction entre l'exigence des valeurs absolues et le monde empirique corrompu et corrupteur. Bref, très humain. Bien entendu,
Quand je parle de monde empirique corrompu et corrupteur, et de nostalgie d'une vie authentique, impossible à réaliser dans la vie sociale concrète du quotidien. Selon Lukács, c'est un grand instant révélateur, ce que Lukács appelle aussi le miracle, qui marquera la fin de la nécessité contingente de la vie et le début de la seule nécessité authentique. La vie, mais le grand instant. Est-il possible dans la vie réelle, on pourra définir dans la métaphysique kantienne, la dichotomie permet-elle de le penser, manifestant pourtant une sorte de désespoir en un salut éventuel, Lukács se refusera de dépasser la dualité opposant la vie idéale, authentique, à cette autre vie corrompue de l'ici-bas, mécanique, répétitive. Et pour Lukács, l'âme et les formes, la vie pourrait être ou bien authentique, ou bien inauthentique, juste ce que on pourrait déterminer comme étant le jusqu'au boutisme, qui n'accordera aucune place à l'un d'entre eux. Soyons francs là-dessus, soyons honnêtes. Est-ce que pareille métaphysique donnait lieu à une alternative extrême? L'homme, de manière générale, en quête d'une vie authentique, c'est ce que les présocatriques définiront comme le sacré de sacral, entre le vécu du sacré et l'adoration statique du sacré, et le vécu du sacré par le phénomène sacral. Alors, si effectivement cette vie authentique devait soit attendre le miracle de la grâce, soit pour ceux qui ne croyaient pas parmi les élus choisir le suicide qui s'impose comme seule solution, il est donc peu surprenant que cette logique conduira Lukács en 1911 à envisager le suicide comme le seul acte cohérent avec sa pensée. Après avoir abandonné cette possibilité, il écrit dans le journal, rappelez-vous, je fais un petit aparté, je vous renvoie à Druy de La Rochelle, fait le choix du suicide pour ne pas accepter la société qui allait venir. Maintenant, revenons à Lukács. Le 15 décembre, la crise semble être finie, et Lukács considère, je cite, « considère ma vie, ma capacité à continuer à vivre comme une décadence. Par le suicide, je serai vivant, dans le sommet de mon essence, conséquent, maintenant tout n'est qu'un triste compromis et une dégradation. » On peut se rappeler ce sombre événement de la vie de Lukács à la fois pour exposer les conséquences de sa pensée, mais aussi pour illustrer l'obsession qu'il éprouvait. Nous pouvons établir également que ce sont des considérations à proprement dit éthiques. Et je dirais qu'il est également important de remarquer que la fuite en avant mystique, le désespoir suicidaire, l'aristocratisme spirituel ascétique, la vision tragique du monde de Lukács ne peut être compris qu'en rapport avec son refus profond, radical, absolu, intransigeant du monde bourgeois impur et inauthentique. C'est ce que Francis Cousin établit dans la radicalité. La radicalité à tous azimuts, la radicalité de la praxis, la radicalité. Et effectivement, quand on établit une certaine forme de radicalité face à un monde qui est un monde morne, un monde, je dirais, sans parfum, et bien entendu que la question de sa propre disparition peut être une option. Alors le désespoir de Lukács, de pair avec sa conviction du triomphe de la pérennité du capitalisme, ont donc failli le conduire, inévitablement, au suicide. Alors bien que la théorie du roman se veuille une analyse des formes littéraires, Lukács y reprend les problèmes éthiques qui le préoccupaient dans l'âme et les formes. Remarquons d'une manière générale d'ailleurs que l'éthique, l'esthétique et la politique se brouillent de manière considérable dans les ouvrages de Lukács. C'est une des raisons que la lecture est assez ardue, mais intéressante pour celui qui en fait l'effort.
Dans une certaine mesure, je dirais que la théorie du roman reprend les considérations éthiques précédentes sous couvert d'une réflexion sur la littérature. Lukács débute son analyse en s'intéressant à la littérature épique. Dans le récit épique grec, par exemple, être et destin, aventure, achèvement de l'existence et de son essence, sont des notions identiques. Dans la Grèce antique, le héros sait toujours à l'avance comment il doit se comporter. Il doit réaliser une substance morale, qu'elle soit l'amour, la famille ou la cité. Il s'agit en effet d'une forme d'art homogène, où ni la séparation entre l'homme et le monde, ni l'opposition du Dieu et du tout, ne saurait détruire l'homogénéité. L'exubérance de Lukács envers le monde hellénique le conduit à faire de la Grèce antique une société harmonieuse, où le monde idéal se conjuguait parfaitement au monde effectif pour former une totalité cohérente et harmonieuse. Beaucoup de vrais marxistes s'inspirent et dégagent des idées de cette société que fut la société grecque ou la société hellénique ou des présocratiques. Revenons à Lukács et son roman, à la manière du récit épique, qui vise également à découvrir et à édifier la totalité secrète de la vie. Cependant, dans le roman, il s'agit là d'une distinction fondamentale à faire. Le sujet ne s'accordera jamais, ultimement, avec le monde extérieur. C'est parce que le monde de la modernité, Lukács nous le rappelle, est un monde sans Dieu, démuni de certitudes transcendantes. Autrement dit, le monde moderne a perdu la terre ferme de l'Antiquité où l'homme savait spontanément vers quelle essence il devait tendre. En effet, dans le roman, les structures de l'âme perdent leur enracinement évident, elles constituent un simple étang. C'est ainsi que, je dirais, le héros romanesque se rend compte que ce monde est une seconde nature. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le monde, je dirais, de la globalisation, de l'économie de marché, de la destruction des identités, la destruction de la philosophie, la destruction... Finalement, au fond, tout cela pour finalement garantir à certains, je dirais, un vaste supermarché mondial. Et effectivement, Lukács nous amène à penser que, au fond, tout a été perdu au profit finalement, au fond, d'un monde organisé conformément à une logique marchande et s'imposant naturellement d'une façon vulgaire aux masses qui ne sont que des candidats à la consommation. Alors, revenons au roman de Lukács, dans son esprit fondamental, où finalement, par conséquent, selon lui, le sujet est incapable de réfléchir sur l'essence des choses, et cela à un tel point que l'homme et les structures qu'il crée s'aliènent mutuellement. Vous voyez, on revient dans le concept d'aliénation. C'est ainsi que, je dirais, l'esprit fondamental du roman, celui qui détermine la forme, je dirais, subjective, comme psychologie, des héros romanesques. Ces héros sont toujours en quête, par le fait de la forme romanesque qui donne la figure du héros, une place spécifique et fort distincte de celle que lui réservaient les formes antérieures, par opposition au héros épique qui faisait corps avec le monde dans sa totalité. Le héros romanesque ne s'accorde plus avec son monde extérieur. Au contraire, il s'oppose désormais farouchement dans cette optique. Le monde ambiant que l'homme s'est créé lui-même n'est pas, je dirais pour lui, un foyer, mais bel et bien une prison, un lieu géographique dont il est acteur de sa propre aliénation. D'ailleurs, c'est justement dans cet effondrement du sujet avec le monde immuable que le héros tente de se réaliser envers et contre tout. Cela dit, la quête du héros est essentielle. Pour Lukács, je dirais que non sans une certaine ironie.
Bien que le héros puisse agir sur le réel, son idéal ne se réalisera jamais concrètement dans le monde effectif. Cette futilité constitue l'ironie primordiale au fondement de la même forme romanesque. Le réel est toujours vainqueur de l'idéal. Il y aura toujours dans la forme romanesque une sorte d'autodestruction, de ce qu'on pourrait appeler, comment pourrait-on déterminer ça, comme étant une renonciation de soi, à défaut d'harmonie entre l'intériorité et son substrat. De ce point de vue, la quête du héros ressemble davantage à une quête existentielle qu'à un projet que l'on peut véritablement réaliser. Autrement dit, le monde est condamné à perdurer dans sa fausseté, même si le héros connaît tout au long de la solution au mal. Par conséquent, l'immanence du sens est obtenue alors relativement au vécu d'une expérience qui enseigne à l'homme que cette simple vision du sens est la plus haute grâce que puisse lui accorder finalement au fond la vie. Le seul salaire pour lequel il valait la peine de mener un combat. Bref, il ne s'agit pas moins d'une dissonance insoluble entre l'être réel, qu'on appelle le monde extérieur, ce qu'on appelle la définition exotérique, et le devoir-être éthique individuel, qu'on pourrait appeler l'ésotérique. Jusqu'ici, les grandes caractéristiques de l'esprit tragique du Don Lukács sont l'homme aliéné de ses propres artifices, le sujet incapable de se réaliser pleinement comme sujet éthique, l'idée et la quête de la réconciliation du monde idéal avec le monde effectif dans une totalité cohérente. Il est à souligner par ailleurs que l'homme est essentiellement et irrémédiablement victime d'une aliénation dans le sens simélien. Finalement, le jusqu'au-boutisme de Lukács est une évidence et le monde baigne dans le mal alors que le sujet éthique porte en lui la seule connaissance du bien. Ceci étant, la théorie du roman fait preuve d'un espoir assez étonnant. Après pourtant avoir insisté sur l'impossibilité de réconcilier l'homme avec le monde corrompu, Lukács conçoit néanmoins l'éventualité d'un accolement, je dirais d'un accord tacite dans le roman d'apprentissage. Il s'agirait finalement au fond d'une forme visant l'action concrète, ayant cette fois-ci une influence efficace sur la réalité. Également, il semblerait que cette conception, je dirais, du roman présente le monde de manière moins menaçante que Lukács finalement au fond l'avait présenté. Alors, jusqu'à là, en effet, le monde mis en scène dans la théorie du roman n'est ni amorphe, ni immuable, mais perméable. On peut considérer qu'à une signification, je dirais, vivante, chacun étant capable, pour expliquer, pour expliciter d'une façon, je dirais, plus raccourcie, chacun étant capable d'exercer une influence susceptible de nourrir un nouveau devenir collectif. Ainsi, l'homme doit concevoir le monde sensible, non pas comme un grand être, contingent et illégitime, mais plutôt comme un champ d'action où la potentialité humaine peut se réaliser. C'est en cela que nous glissons petit à petit vers une conception marxiste de Lukács. De plus, si cette nouvelle forme romanesque conçoit un destin commun pour la communauté des hommes, le héros ne se conjuguerait désormais plus au singulier, mais au pluriel. Alors, malgré cet optimisme surprenant que fait preuve Lukács, puisqu'il nous avait habitués dès le départ à un certain pessimisme, il apparaît cependant pas tout à fait convaincu de la valeur de cette forme romanesque. Il reconnaît qu'on peut toujours douter du comportement du héros, puisque le héros peut poursuivre des objectifs privés sous le couvert d'une éthique prétendument, je dirais, universelle. Il est également possible que cette forme ait pour effet d'élever le roman jusqu'à une sphère transproblématique où aucune question ne se pose plus. Autrement dit, en quête d'un homme universel et d'un destin commun, Lukács estime que le roman d'apprentissage risque de glisser vers le lyrisme et finalement trahir l'idée.
Alors après avoir élucidé ses doutes à l'égard du roman d'apprentissage, Lukács perçoit dans les romans de Tolstoï, de Dostoïevski, les dernières formes visant la fondation d'une nouvelle éthique. Cela se comprend dans la mesure où les projets des grands auteurs russes étaient fondés sur des éthiques qui rejetaient bien entendu le libéralisme. D'après Louis, je dirais, et la conception dostoïevskienne, même si Lukács n'aborde le roman de Dostoïevski qu'à la toute fin de la théorie du roman, Louis suggère que Lukács a été impressionné par sa conception du socialisme fondée sur la réalisation des principes ou du principe suprême. Ne fallait-il pas finalement au fond, selon Alyosha Kamarov, faire descendre le ciel sur la terre? En ce qui concerne Tolstoï, Lukács croyait que son projet visait la refondation d'une forme rénovée de l'épopée, où l'homme devait être à nouveau lié à son prochain. Il s'agirait, pour faire court, d'un monde où chacun entretiendrait, je dirais, le même rapport face à la mort, c'est-à-dire dans le retour à la nature. Par conséquent, les structures sociales artificielles sont écartées au profit d'une nouvelle communauté de sentiments entre les hommes simples, intimement liés à la nature, une communauté qui s'adapte au grand rythme de la nature, ce qu'on peut appeler la communauté du sacral, et qui se meut à sa cadence de la naissance à la mort. Cela dit, il faut préciser que la forme épique tolstienne s'oppose à la forme grecque de l'épopée dans la mesure où Tolstoï se méfie de la culture. Car même la culture peut être je dirais, l'élément imposé par un envahisseur et qui, des décennies plus tard, constituera une modification à travers l'évolution. Les Grecs avaient tort, aurait proposé Tolstoï, de chercher la réalisation de l'essence dans l'artifice de la culture. C'est plutôt la nature qui fournit le modèle d'une vie essentielle, finalement, au fond. D'où toute la difficulté de cette forme. Le monde essentiel n'est jamais achevé, eu égard, bien entendu, à la culture omniprésente. En effet, je dirais que si la culture inauthentique perdure dans les faits, l'homme ne se conjuguera jamais avec la communauté à la manière du héros grec, pour accéder à ce qu'on appelle la patrie transcendante. Tout au plus, le plus souvent, près de la mort, s'ouvre à l'homme une réalité où il saisit dans l'éclair d'une illumination l'essence qui règne au début, je dirais, et surtout méta, c'est-à-dire au-dessus de lui, en même temps, en lui, le sens même de sa vie. Bref, tandis que cette communion assurée avec la nature paraît renvoyer à un monde essentiel, l'homme est néanmoins contraint de vivre une part considérable de sa vie dans le monde artificiel de la culture. Autrement dit, en se consolant par l'existence du monde authentique, de la nature, Tolstoï, par exemple, ne réussit qu'à fonder de faux espoirs irréalisables. En effet, je dirais, les deux couches, celle de la nature et de la culture, restent parfaitement hétérogènes l'une à l'autre. Ainsi, malgré les tentatives admirables de l'œuvre de Tolstoï, à la différence de l'épopée grecque, ne parvient pas à achever, je dirais, la totalité univoque espérée. Vous voyez, on a glissé, nous sommes partis d'un Lukács néo-kantien vers petit à petit donc la phase définitive qui aurait pu être le suicide, et dont Lukács finalement remet en compte énormément d'éléments pour finalement au fond faire un saut vers le marxisme, car il ne se annihile plus, il ne pense plus au suicide, il essaye de redonner une dimension tout à fait différente en continuant à vivre. Et on peut dire que ces deux événements historiques ont profondément marqué la pensée du jeune Lukács. D'un côté, la Première Guerre mondiale, qui conformait pour lui le faux semblant humaniste dissimulé derrière la morale bourgeoise. De l'autre côté, la Révolution russe, qui devait susciter en lui des réflexions profondes. Il faut remarquer tout de suite que Lukács n'a
pas embrassé la victoire des bolcheviks dès les premiers jours de la Révolution. D'ailleurs, dans son article « Le bolchevisme comme problème moral », publié en 1918, Lukács expose ses doutes quant à l'authenticité des revendications du prolétariat en tant que classe libératrice de l'ensemble de l'humanité. Comment savoir sans équivoque que la classe prolétarienne est effectivement au service de l'humanité, et non pas en quête de la réalisation de ses objectifs égoïstes en tant que classe? Or, les bolcheviks, selon ses propos, dans l'article, ne cherchaient qu'à substituer la terreur prolétarienne à la terreur bourgeoise. Autrement dit, ils voulaient expulser Satan par Belzébuth. Toujours s'inspirant de Dostoïevski, Lukács soutenait que les bolcheviks n'étaient que la réincarnation du méprisable Raskolnikov dans Crime et Châtiment. Ouvrage que je vous conseille de lire, qui est très très intéressant et très enrichissant. Et donc, effectivement, Raskolnikov avait justifié le mal pour la réalisation d'un bien éventuel. Bref, le problème de l'intérêt privé du héros, on revient encore à cette théorie du roman, bien que transposé à la sphère politique, demeure finalement au fond effectivement entier. Alors malgré sa méfiance initiale à l'égard du bolchevisme, la révolution russe permit néanmoins à Lukács d'entrevoir les potentialités de la classe prolétarienne. Selon Lowy, par exemple, sa perspective grandiose philosophico-morale, messianique et apocalyptique, nous montre le premier pas de l'adhésion de Lukács au mouvement ouvrier. Le prolétariat sera peut-être capable de transcender la lutte des classes en se faisant l'agent de la rédemption sociale de l'humanité, ou encore en se faisant la classe messie de l'histoire du monde. Car il faut savoir que dans le capitalisme comme dans le marxisme, il y a une espèce de, je dirais, de praxis messianique. Il faut à un moment donné le reconnaître. Et finalement une sorte de conception, je dirais, irrationnelle, voire même religieuse. Donc Lukács ignorait donc totalement le débat sur les conditions économiques préparant la révolution prolétarienne. Pour lui, la révolution devait faire preuve avant tout de légitimité éthico-morale. C'est ici que le néo-kantisme de Lukács surgit clairement. Ni les faits réels sociologiques, ni les intérêts matériels d'une classe doivent conduire à la fondation de nouvelles relations sociales. Je dirais plutôt le critère fondamental du projet socialiste, et qu'il soit fondé moralement, bien entendu. Alors même si Lukács s'est opposé au bolchevisme sur le plan éthique, son rigorisme l'empêchera de s'allier au réformisme. À ses yeux, le réformisme, je dirais, était fondé sur le compromis, l'opportunisme, mesquin et surtout impur. Il lui fallait donc impérativement trouver une solution. Problème, s'il en est, capital du rapport entre fin éthique et moyens immoraux en dépassant le dualisme néo-kantien abstrait et figé en son temps entre le bien et le mal. Pour ce faire, Lukács dut faire intervenir la notion du sacrifice. Il fallait que certains assument le fardeau du mal pour réaliser le salut universel. D'ailleurs, la non-action risquait bien de mener à des conséquences plus néfastes encore qu'une action immorale dans l'immédiat. Dans son premier article bolchevique, Tactique et éthique, publié en 1919, Lukács avance cette justification paradoxale: tuer n'est pas permis. C'est une faute inconditionnelle et impardonnable, on ne doit pas tuer, mais il faut néanmoins le faire. Vous voyez l'évolution? Par ailleurs, sur le plan philosophique, Lukács devrait penser le bien et le mal sous un angle nouveau. À cette dichotomie indépassable et tranchée, il oppose la méthode dialectique, selon laquelle le bien n'est réalisable que par la médiation de son contraire. Ainsi réalisé dans la pensée de Lukács le saut qualitatif du tolstoïsme dostoïevskien au bolchevisme. Donc nous passons de Tolstoï à Dostoïevski à Lénine, mais aussi au kantisme, pour sa part, au marxisme. Selon un de ses amis, Anna Lesney, la conversion de Lukács au marxisme aurait
eu lieu entre 2 dimanches. Et finalement, au fond, qu'est-ce qui aurait motivé ce saut qualitatif soudain? Lowy nous explique, suppose que le marasme de la Première Guerre mondiale donna à Lukács l'impulsion nécessaire pour effectuer cette conversion radicale. Il est assez étonnant et révélateur de ce que des guerres mondiales peuvent apporter dans la remise en cause ou la redéfinition ou la pensée d'une multitude intellectuelle menant finalement au fond une nouvelle dynamique pendant ou après ces conflits. C'est assez intéressant. La guerre n'est-elle pas la manifestation la plus flagrante et la plus dévastatrice des conséquences de la non-action? On peut aussi évoquer une rencontre entre Lukács et le chef du parti communiste hongrois, Béla Kun, au mois de décembre 1918, qui l'aurait convaincu que la prise de pouvoir par la classe ouvrière était la voie la plus assurée pour éviter qu'éclatent des conflits violents dans son pays natal. Il aurait pris sa carte du parti communiste peu de temps après cette rencontre. Alors, toujours à prendre avec des pincettes. Finalement, il a fallu que Lukács adhère à l'idée selon laquelle le prolétariat était effectivement porteur de potentialités historiques universelles, à peu près le contraire de ce qu'il avait écrit le mois précédent dans le bolchevisme comme problème moral. Alors revenons à Goldman et Lowy, qui sont d'accord sur le fait que la découverte du prolétariat par Lukács a constitué un événement décisif dans son cheminement intellectuel. Mais Lukács ne pouvait que difficilement, je dirais, se délier de ses racines néo-kantiennes, alors qu'il s'était effectivement défait de sa vision tragique face au monde bourgeois. Il retint les dichotomies tranchées du bien et du mal, et de l'authentique et de l'inauthentique. Cela conduit, dit fatalement et inévitablement, Lukács a souvent adopté des positions ultra-gauchistes, jusqu'au début des années 20. Durant les 4 mois où il occupa le poste de vice-commissaire du peuple à l'éducation et à la culture dans le gouvernement communiste de Béla Kun, il se donna comme objectif la liquidation totale de la culture bourgeoise. Son office prônera entre autres, je dirais, politique, éducation, à une certaine conception de la relation. La condamnation archaïque du caractère, je dirais, figé du concept familial et la dénonciation de la morale ecclésiastique. Bon, il fallait en somme séparer complètement la société nouvelle de tout contact avec une certaine forme de passé non évolutif. Ces positions ultra-gauchistes seront également privilégiées par Lukács après la défaite de la commune hongroise. Il qualifiera par exemple d'opportuniste toute activité légale du Parti communiste hongrois après sa défaite. Finalement, les restes néo-kantiens dans la pensée de Lukács le convaincront que l'internationale communiste était avant tout la manifestation spirituelle de la classe ouvrière à l'échelle mondiale plutôt qu'une institution matérialisée. Bon. Alors nous en arrivons effectivement au point le plus culminant, ce qu'on pourrait déterminer comme l'histoire et conscience de classe. C'est en cela que Lukács intègre désormais la pensée hegelienne. On dit souvent que Lukács est un marxiste hegelien. En discutant, je dirais, de cette désignation, on peut comprendre pourquoi Lukács a été considéré comme un hérétique et pourquoi Histoire et conscience des classes a été désigné comme le livre d'année du marxisme. Ensuite, on peut également constater en quoi Histoire et conscience de classe constitue une tentative de résolution décisive des problématiques centrales de ses ouvrages précédents. Et c'est vrai que Lukács est un peu hétérodoxe. Alors comme le souligne par exemple Georges Lichtheim, le sous-titre de l'Histoire de conscience des classes, essai de dialectique marxiste, qui laisse deviner un choix méthodologique significatif, à la différence du marxisme matérialiste de la Seconde Internationale, Lukács
remarque dans son premier essai, qu'est-ce que le marxisme orthodoxe? Alors, je vais citer Lukács, donc deux points, ouvrez les guillemets, le marxisme orthodoxe ne signifie pas une adhésion sans critique au résultat de la recherche de Marx, ne signifie pas une foi en une thèse ou une autre, ni l'exège d'un livre sacré. L'orthodoxie en matière de marxisme se réfère bien au contraire et exclusivement à la méthode. Fermez les guillemets. Citons ensuite, je dirais, un passage de Marx dans la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, Lukács rappelle à ses lecteurs qu'il ne suffit pas que la pensée tende vers la réalité elle-même doit tendre vers la pensée. L'orthodoxie marxiste de Lukács renvoie à la fusion de la théorie et de la pratique, la conscience de classe à la totalité historique. L'abandon d'une saisie dialectique de l'histoire a des conséquences catastrophiques selon Lukács. Une méthode non dialectique, selon lui, est positiviste et conduit nécessairement à une logique qui approfondit l'idéologie bourgeoise sans tenir compte de la dimension proprement dit historique des phénomènes, et ceux-ci sont réduits à leur pure essence quantitative, voire même à leur expression en nombre et en rapport de nombre. Pour Lukács, il y avait alors une différence fondamentale entre la dialectique de la nature et la dialectique de la société. Entre la dialectique purement objective du mouvement dans la nature et la dialectique sociale, dans laquelle, bien entendu, théorie et praxis se dialectisent l'une par rapport à l'autre, etc. Autrement dit, le positivisme n'arrive qu'à saisir son objet dans son immédiateté, son isolement parcellaire et son rapport mécanique de cause à effet. A l'inverse, si donc les faits doivent être saisis avec justesse, il convient d'abord de saisir clairement et exactement cette différence entre leur existence réelle et leur noyau intérieur, entre les représentations que l'on forme d'eux et leurs concepts. Dans cette optique, la force de la pensée de Marx réside non seulement dans sa capacité, je dirais, de saisir le caractère fétiche de la marchandise et l'abstraction de la force de travail de l'ouvrier, mais aussi à rendre compte de la dimension historique de la société capitaliste. C'est ainsi que, je dirais, le marxisme vulgaire rejoindrait le matérialisme bourgeois en séparant l'homme du processus social auquel il participe. Cette science, que Lukács appelle le marxisme vulgaire, qui deviendra bien plus tard, effectivement, et là je m'aligne sur certaines personnes quand il est question de marxisme sociétal et culturel, se place tout simplement et dogmatiquement sur le terrain de la société capitaliste, acceptant sans critique son essence, sa structure d'objet, ses lois comme fondement immuable de la science. Autrement dit, le marxisme vulgaire commet la même erreur que le matérialisme bourgeois parce qu'il évacue la dimension proprement dit historique des rapports sociaux. C'est une des raisons pourquoi aujourd'hui, beaucoup de marxistes sociétaux ou culturels vivent très bien dans les sociétés capitalistes. Pour progresser de ces faits, au fait, je dirais, au vrai sens du mot, il faut pénétrer leur conditionnement historique comme tel et abandonner le point de vue à partir duquel ils sont donnés comme immédiats. Les faits pris indépendamment de leur contexte social sont donc, je dirais, insaisissables dans leur essence. Pis encore, une conception non dialectique ne ferait que perpétuer la conscience réifiée qui ne peut que concevoir le monde dans son immédiateté. Tout compte fait, il est peu surprenant que Lukács ait froissé ses pairs communistes de l'époque. Que Lukács ait été plus hegelien que Marx, ou bien qu'il soit un représentant plus fidèle de la pensée véritablement marxienne, que le vieil Engels et ces questions qui nous concernent finalement au fond pas directement, mais cela dit, il convient tout de même de souligner que la pensée de Lukács visait le véritablement dépassement. Comment préciser cela?
visait le véritable dépassement de l'opposition ancienne entre l'idéalisme et le matérialisme. Ce matérialisme traversait la pensée marxiste d'Engels à Lénine, en passant par Kautsky, selon Weil, Engels. Le marxisme renversait l'ontologie idéaliste de Hegel. Le monde matériel, selon lui, devait être conçu comme plus fondamental que l'esprit. Kautsky approfondit cette notion en prétendant que le socialisme devrait être le point culminant d'une évolution darwinienne de la société. Et quant à Lénine, le parti d'avant-garde devrait être le détenteur infaillible d'un savoir scientifique de l'histoire dont il servirait comme outil pour diriger les masses. En revanche, Lukács insistait sur la dimension inséparable du monde matériel et du monde idéal. Bien entendu, de la pensée et de la réalité. Plutôt que se donner un reflet dans la conscience du procès de l'histoire, le prolétariat en arriverait véritablement à transformer l'histoire à laquelle il participait. C'est de ce point de vue que l'on comprend comment Lukács a tenté un retour à la pensée de Marx, sans avoir pourtant accès aux écrits de jeunesse du grand maître, de 1844 à 1845. Alors une des idées centrales du jeune Marx, c'était justement que la conscience du prolétariat était porteuse d'une capacité de transformer qualitativement les relations sociales dont il faisait lui-même partie intégrante. Ainsi, nous pouvons traduire cela comme une transformation de la conscience idéale qui aurait le potentiel de se métamorphoser en une force matérielle. Il s'agit d'ailleurs d'une différence fondamentale entre Lukács idéaliste des années précédentes et le Lukács histoire et conscience de classe, en reconnaissant finalement au fond que le capitalisme était le résultat d'un processus historique et qui, je dirais, n'était ainsi qu'un moment préparant sa propre destruction. Lukács a pu dépasser la dichotomie opposant l'opportunisme réformiste à l'utopisme ultra-gauchiste. Rappelez-vous ce que disait Lénine sur le gauchisme, maladie enfantine du communisme. Bon. Le saut vers la dialectique marxiste résout des problèmes sérieux que Lukács n'arrivait pas à solutionner dans ses ouvrages antérieurs. Dans un passage crucial de Histoire-conscience de classe, Lukács ravise de manière explicite en déclarant que l'individu ne peut jamais devenir la mesure des choses, car l'individu fait nécessairement face à la réalité objective, ensemble de choses figées qu'il trouve préexistantes, achevées, immuables, par rapport auxquelles il ne peut parvenir à un jugement subjectif de la reconnaissance ou du refus. Il faut, en ce cas d'espèce, préciser que Lukács semble ici renier, ou au moins secondariser, cette notion de processus, de jugement subjectif, de reconnaissance ou de refus, qui occupait pourtant une place centrale dans ces deux ouvrages précédents. Donc, vous voyez le chemin que Lukács a pu, je dirais, parcourir. Il convient de se demander pourquoi Lukács opère la substitution du sujet collectif au sujet individuel. La réponse est donnée par Lucien Goldman. Sur ce point de vue, Goldman estime que Lukács a cru par là solutionner le problème de sa mort. Selon Goldman, Lukács accorderait, je dirais dans ses premiers essais, peu de valeur au projet individuel en raison de la mort imminente du sujet. Peu importe l'individu, ce qui importe c'est l'œuvre. Bon. Et c'est ce qui finalement restera dans des temps immémoriaux. La remarque vaut d'ailleurs pour la théorie du roman. Dans la mesure où le héros est condamné, cette ironie de ne jamais être capable de remporter la victoire sur le monde inessentiel, or le problème de la mort se dissout avec l'apparition d'un sujet collectif, puisque celui-ci, à la différence du sujet individuel, est inséré dans l'histoire, étant désormais partie d'une entité collective, le non-sens de la vie individuelle est remplacé finalement au fond par le sens positif de l'agir dans l'histoire. La substitution du sujet collectif au sujet individuel résout du même coup le problème du temps. Toujours selon Goldman, la faiblesse majeure de la théorie du roman renvoie avant tout à l'atemporalité des formes littéraires lukáciennes. En effet, Lukács oublie que le roman apparaît au terme d'un processus historique particulier, notamment marqué par la montée de la bourgeoisie et des valeurs libérales. Par ailleurs,
Nous pouvons dire que, à la différence de la pensée heideggerienne, donc d'Heidegger, qui admettait le mal et l'inauthenticité du monde sans être capable d'en expliquer la provenance, la force de la pensée de George Lukács, à partir de l'histoire et conscience de classe, est qu'elle se prétend capable d'expliquer la genèse de ce qui est en effet, dans histoire et conscience de classe, l'authenticité. Selon bien entendu Lukács, qui se situe dans le rapport à l'histoire, dans cette optique où l'importance de l'histoire et conscience de classe réside dans le progrès décisif que je dirais qu'accomplit Lukács en remplaçant l'idée phénoménologique de structure significative, atemporelle, qui avait régi les deux ouvrages historiques précédents par le concept marxiste et dialectique de la structure significative, temporelle et dynamique fondée sur ce que j'appelle l'idée de totalité. Finalement, histoire et conscience de classe rompent absolument d'une façon définitive avec le passé antérieur de Lukács, dans la mesure où l'ouvrage repose sur une pensée de la totalité et sur la possibilité d'une réconciliation de l'humanité avec elle-même. Il est bon, je dirais, de rappeler que la conception de l'homme, autant dans l'âme et les forces que dans la théorie du roman, mettait en scène une lutte à mort entre l'homme et son monde. Une lutte que l'homme devait perdre assurément dans l'âme et les forces, l'homme est en devenir perpétuel, et s'il est une fin à ce devenir, elle se trouve dans la mort. La démarche est analogue dans le roman où le héros doit s'engager dans une lutte à mort sans jamais vaincre le monde réel. Autrement dit, l'âme et les formes, comme dans la théorie du roman, le héros est condamné à entretenir éternellement un rapport hétérogène avec le monde extérieur. En revanche, ce qui est nouveau dans Histoire et conscience des classes expose l'espoir convaincu qu'il y ait une totalité, une réconciliation du singulier avec l'universel de l'âme et avec les formes, tel que prévu dans le roman d'apprentissage, le récit épique renouvelé de Tolstoï et le socialisme chrétien de Dostoïevski. Alors, tout cela nous amène finalement au fond à une certaine réification de la praxis, chère à Michel Clouscar, à son époque. On peut dire que l'histoire et conscience de classe annonce la fin de la pensée utopique de Genèse de Lukács. À la différence de ses écrits antérieurs que je viens de citer, le véritable dépassement des antinomies, être et devoir être, sujet et objet, oriente l'ouvrage. Le livre suscitera très vite polémique à l'époque, compte tenu de sa critique du naturalisme, de la Seconde Internationale également, et de sa conceptualisation trop subjective de la révolution prolétarienne. Quoi qu'il en soit, c'est la notion de réification élaborée dans toute sa profondeur dans, je dirais, le chapitre intitulé « La réification et conscience du prolétariat » qui aurait les effets les plus profonds sur la pensée marxiste. Après avoir expliqué la notion de réification, il est important de solutionner, de remettre au goût du jour ce que la résolution du problème que représente effectivement la praxis. Alors, pour ce qu'il en est de la praxis, après avoir parlé de la réification et des étapes du différent jeune Lukács, il serait bien difficile de dessaisir la notion de réification ou de praxis chez Lukács, sans passer d'abord par celle du fétichisme de la marchandise de Marx. À la différence des économies primitives, où l'on échange, je dirais, où l'échange était lié directement à la valeur d'usage des objets, le capitalisme moderne se distingue par la généralisation des échanges en fonction de leur valeur d'échange, qu'on appelle les valeurs quantifiables. Et c'est à partir de cette généralisation des échanges que le fétichisme de la marchandise inévitablement apparaît. Notion attribuable à Marx, le fétichisme de la marchandise renvoie essentiellement à la substitution de la valeur d'échange et des marchandises de la valeur d'usage, qualifierait comme d'utilité. Vu que la marchandise est désormais quantifiée dans une société capitaliste, l'impératif d'un troisième terme, le prix, s'impose. Ce faisant, toute marchandise est inscrite et par là homogénéisée dans un système indépendant éclos de rapports entre choses.
Cette substitution a pour effet non seulement d'induire une indifférence du marché par rapport à la valeur d'usage de la marchandise, mais aussi, de manière corollaire, ne l'oublions pas, une homogénéité de la marchandise dans la valeur abstraite du prix. À la différence des économistes classiques dont il s'inspire, Marx entreprend une critique radicale du fétichisme de la marchandise, qui repose selon lui sur le fait que ce processus transforme non seulement le travail de l'homme en marchandise comme les autres. De ce point de vue, non seulement le capital fixe le capital variable, ils ne se sont-ils pas distingués qualitativement, mais plus encore le fétichisme de la marchandise fait en sorte que l'homme lui-même est séparé de sa production. Il s'ensuit bien entendu que l'homme est intégré à l'état de choses, au système de production, déshumanisant par voie de conséquence le processus de production capitaliste qui ramène, je dirais, l'espace et le temps à un même, oui, on pourrait dire ça comme ça, dénominateur. Elle ramène le temps à un niveau de l'espace, et Lukács est très fidèle à Marx dans son appréciation de l'aliénation découlant du fétichisme de la marchandise. De ce phénomène structurel fondamental, il faut avant tout, je dirais, retenir qu'il fait s'opposer à l'homme, à sa propre activité, son propre travail, comme quelque chose d'objectif, d'indépendant, et qui, je dirais, qui domine par des lois propres, étrangères à l'homme. Alors Lukács, à l'instar, je dirais, de Marx, insiste sur le fait que le fétichisme de la marchandise dissimule d'autres choses. Il dissimule les relations sociales réelles, c'est-à-dire des relations entre les hommes. En effet, Lukács propose que, donc je vais citer Lukács, deux points ouvrez les guillemets, l'essence de la structure marchande repose sur le fait qu'un rapport, une relation entre personnes prend le caractère d'une chose et de cette façon d'une objectivité illusoire, qui par son système de lois propres, rigoureux, entièrement clos et rationnel en apparence, dissimule toute trace de son essence fondamentale, la relation entre les hommes. Fermez les guillemets. Alors, Lukács, en ce cas d'espèce, tente donc de démontrer que la structure du capitalisme fait en sorte que le travail se chosifie. Devant l'ouvrier, prend corps, faisant ainsi naître une objectivité illusoire. Cela explique, je dirais, cela peut s'expliquer de deux façons. D'une part, sur le plan subjectif, étant donné que chaque acte producteur s'inscrit directement dans ce qu'on pourrait qualifier le système de production capitaliste. C'est-à-dire que l'ouvrier n'a, je dirais, pas le contrôle ni ce qu'il produit, ni sur les méthodes de production. Toute production est aliénée devant l'ouvrier singulier. Toujours, je dirais, sur le plan subjectif, le travail de plus en plus abstrait, comparable et mesurable en raison de la machination croissante, morcelle je dirais, le processus de travail. En opération partielle, abstraitement rationnelle, ce qui disloque la relation du travailleur au produit comme totalité, je dirais que même l'homme devient ainsi spectateur et non plus sectateur, impuissant de tout ce qui lui arrive dans sa propre existence. Parcelle, isolé, intégré à un système étranger, l'ouvrier n'entretient donc plus de lien, je dirais, direct avec son travail, et est l'objet d'un système arbitraire qui régit techniquement son activité productive. Soyons honnêtes, parallèlement, sur le plan objectif, un monde de choses achevées et de relations entre choses s'impose à l'homme. Le prolétaire subit donc ce que pourrait, in fine, le processus de la production, c'est-à-dire qu'il n'est pas lui-même porteur de ce processus. Autrement dit, compte tenu du caractère tout à fait détaché de la marchandise à l'égard de l'ouvrier, ce n'est pas l'ouvrier qui participe directement au dispositif social, entendons-le, mais bien les marchandises qui établissent des liens entre elles, en fonction, bien entendu, des valeurs d'échange. Par conséquent, dans une économie de marché, l'ouvrier est nécessairement séparé d'un processus dicté par le fétichisme de la marchandise, qui s'opère au-delà de sa portée, en deux mots. Lukács, l'universalité de la forme marchande conditionne donc, tant sur le plan subjectif que sur le plan objectif, une abstraction du travail humain qui s'objective dans les marchandises. Alors, bien entendu, vous voyez que la connaissance du marxisme, ce n'est pas un vain mot. Il y a quand même des théories à appliquer, à comprendre, et un peu comme en mathématiques, des méthodologies à mettre en place. Alors, si le fétichisme de la marchandise est admis
La réification, et là on y introduit effectivement le praxis, en est la conséquence. Cette forme devient nécessairement pour la conscience réifiée la forme d'apparition de sa propre immédiateté qu'elle n'essaie pas de dépasser, qu'elle s'efforce au contraire, par un approfondissement scientifique des systèmes, des lois saisissables, de fixer et de rendre éternels. C'est par la répétition du processus de production que la réification parvient à s'enraciner de plus en plus profondément dans la conscience, allant de pair avec l'évolution du capitalisme. Cela fait en sorte que le producteur ne peut que demeurer contemplatif à l'endroit du monde réifié. L'assimilation psychique des lois du capitalisme conduirait donc à la conscience réifiée, celle-ci n'étant qu'un simple reflet passif de l'infrastructure. Bref, la réification se présente comme une fausse réalité qui s'autogouverne par ses propres lois, se voulant immuable, éternelle et vraie. Alors, il s'ensuit bien entendu, selon Lukács, que la réification est perfectionnée, bien entendu, par la rationalisation formelle, c'est-à-dire la bureautique, juridique et maintenant et technique, des lois du capitalisme. Autrement dit, le mode capitaliste rend nécessairement tout un réseau de lois accessoires qui soutiennent son fonctionnement, qui sont là pour répondre à son fondement irrationnel. Or, ce système loi rend tout à fait insaisissable le monde hors de sa sphère. Il est donc impossible qu'un système clos puisse supposer ni sa naissance, ni sa disparition, ni son caractère social sous-jacent. Le monde réifié apparaît désormais de manière définitive comme le seul monde possible, qu'il soit conceptuellement saisissable et compréhensible, qui soit donné à nous les hommes. Et c'est ce qu'aujourd'hui on nous vend. Le capitalisme est naturel, le capitalisme est dans la nature des individus, le capitalisme... Vous voyez, donc ces questions-là ont été déjà bien réfléchies. Le seul problème, c'est que les masses aujourd'hui, qui sont abruties par le fétichisme aliénatoire de la marchandise, n'ont plus accès à ce savoir. Et pourtant, des hommes ont bien réfléchi sur ce problème-là à leur époque. Alors, quand on parle de réification qui met également en péril le monde des idées, la constitution formaliste des concepts des sciences particulières devenant ainsi pour la philosophie un substrat immuable donné, ont abandonné définitivement et sans espoir toute possibilité de percer à jour la réification qui est la base de ce formalisme. Autrement dit, la réification pose les balises de la pensée, n'accordant aucune place à la contestation éventuelle de ses limites, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Or, puisque la philosophie bourgeoise ne peut qu'opérer dans un système clos, ce que l'oligarchie nous présente, cette philosophie ne peut que prendre exactement la même position à l'endroit des sciences particulières qu'à l'égard de la réalité empirique. Ainsi confirme, selon Lukács, qu'une modification radicale du point de vue est impossible sur le terrain de la société bourgeoise. Alors la notion de réification de Lukács recoupe de près la notion d'aliénation chez Marx. D'ailleurs, l'expression de réification, qu'on associe davantage à Lukács, aurait été empruntée à Marx. Et ce n'est que suite à la publication des écrits de jeunesse de Marx, je dirais dans les années 30, que l'aliénation est entrée dans le vocable marxiste. Rappelons, je dirais rapidement, pour ne pas aller trop loin, les différences conceptuelles entre l'aliénation marxienne et la notion de réification de Lukács. Selon Lowy, par exemple, Histoire et conscience de classe suit trois grands axes du Capital de Marx. Dans un premier, Lukács s'inspire, je dirais, de la lecture que fait Marx des relations sociales réifiées dans la contribution fondamentale de Lukács et d'accentuer ce constat, étendant, je dirais, l'analyse de Marx à tous les niveaux de la vie sociale. Ce qu'on pourrait qualifier le système juridique de l'appareil d'État, la bureaucratie, l'activité intellectuelle, les sciences, la culture, la morale et la philosophie bourgeoise. Dans un deuxième temps, alors que Marx s'intéresse davantage à la dimension matérielle de l'exploitation de l'ouvrier, Lukács s'intéresse également au caractère déshumanisant du capital sur le plan intellectuel et moral. C'est ce que nous avons aujourd'hui. La délinquance, l'affaissement du savoir, le bac pour pas un clou à un sou, Lukács ne s'est pas trompé là-dessus. Des grands problèmes justement du capitalisme,
c'est effectivement cet aspect déshumanisant euh, qui aujourd'hui est une réalité. Et de ce fait, je dirais que l'analyse de Lukács a bien compris que cela est étendu non seulement à l'ensemble de la société, mais également à l'Europe, qui est quand même, je dirais, une locomotive du monde, et par voie de conséquence, donnant la direction aux wagonnets que sont les restes des pays. Alors, y compris, on peut même qualifier que les intellectuels et, je dirais, les journalistes qui vendent leur savoir et leur faculté d'expression, finalement, ayant abandonné à son désespoir romantique, pour reprendre Lukács, reprend, comme Marx, la dimension humaniste de la révolution prolétarienne qui doit viser la domination de l'homme sur la production sociale, et non le contraire. Or, la domination de la production sociale par l'homme serait le but et la conséquence de la praxie, la fusion de la conscience de classe avec l'activité pratique. La fusion de la conscience de classe avec l'activité pratique. Il s'agit d'un processus progressif qui doit déclencher à partir de l'ouvrier particulier comme un coup de foudre. L'ouvrier particulier s'apparaît à lui-même comme un sujet de sa propre vie. L'immédiateté de son existence lui déchire cette illusion, bien entendu, de la réification. On réintroduit encore ce terme. Ainsi, l'ouvrier se heurte au processus d'abstraction de la force du travail et se rend compte de son sort dans la production, c'est-à-dire qu'il se saisit comme spectateur du mouvement des marchandises et en résulte par une prise de conscience de son état de pur objet de production. La conscience de soi de la marchandise, la scission qui naît précisément ici dans l'homme s'objectivant comme une marchandise entre objectivité et subjectivité, permet que cette situation devienne consciente. Il s'agit du point culminant de la réification. Vous voyez que même avec les écrits de Lord Lukács, nous pouvons avoir une analyse du monde contemporain. Finalement, au fond, les choses se sont transformées, mais elles n'ont pas réellement changé dans leur aspect profond et technique. Je dirais que par la suite, on peut considérer que d'un côté, la propre personnalité dissimulée de la marchandise, de l'autre côté, les liens sociaux occultés par le fétichisme de la marchandise, par les artifices, les paradigmes marchands et matériels, l'ouvrier parvient à saisir le caractère social qui sous-entend la production. Suite à la généralisation de cette prise de conscience individuelle, les ouvriers parviendront à se reconnaître en tant que classe. Or aujourd'hui, les gens veulent tous être des bourgeois, même à crédit, qu'importe, détenteurs de ce nouveau savoir. La classe prolétarienne réussit à se faire sujet révolutionnaire, chargé de toutes les potentialités de l'histoire, et en dernière analyse, la praxis renvoie à la notion hegelienne du changement historique. Alors comment définit Lukács sur cette fameuse praxis que même Kluskar a réintroduit? Alors, je cite Lukács. Deux points, ouvrez les guillemets. L'essence du changement consiste d'une part dans l'interaction pratique entre l'éveil de la conscience et les objets qui la suscitent et dont elle est conscience. D'autre part, dans la fluidification de la transformation au processus de ces objets qui sont saisis ici comme moment de l'évolution sociale, c'est-à-dire comme simple moment de la totalité dialectique. Fermez les guillemets. Alors l'histoire et conscience de classe représentent le point culminant d'une évolution cohérente. Dans la pensée du jeune Lukács, à la première et à la définition de la lumière des investigations faites,
il nous apparaît intéressant de souligner que la théorie de réification est une sorte de conséquence inespérée de la pensée. S'intéressant avant tout à des considérations éthiques, le romantisme anticapitaliste lucatchien visait d'abord la réconciliation de l'homme avec les valeurs absolues, ce qu'on pourrait appeler la mise en accord entre l'âme et les formes. Les critères étant trop restreints dans l'âme et les formes, Lukács entrevit la possibilité d'une telle fusion harmonieuse dans les formes du Bilderbuch-Grossman roman et entrevit la possibilité d'une telle fusion harmonieuse dans les formes, je dirais, du roman selon Tolstoï ou Dostoïevski, même si on peut y décerner les premières inflexions vers l'hégélianisme. La théorie du roman n'arrivait pas encore à entrevoir la réconciliation de l'individu avec la communauté. C'est en substituant l'aliénation marxienne à l'aliénation sénélienne que Lukács a pu reposer le problème sous un angle nouveau, en posant que l'aliénation était avant tout économique. La réification devient pour Lukács la manifestation concrète de la vie authentique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que cet audio va être assez long, mais je pensais qu'il était nécessaire de faire une petite analyse, pas trop sorti des sentiers battus, sur ce grand penseur que fut Georges Lukács. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine chronique.